Alors, d'où je viens d'abord j'ai travaillé pendant 35 ans comme neurobiologiste. Pendant 35 ans, j'ai fait des manips chez le rat et la souris en plantant des électrodes. Et ma foi, j'ai trouvé ce métier magnifique. Hein, ça, Et puis, il y a maintenant presque 20 ans, il y a des psychologues qui sont venus me trouver et qui m'ont dit on nous raconte que le TDAH, c'est un déficit de dopamine et qui est corrigé opportunément par la Ritaline. Et on nous a dit que vous étiez un spécialiste de la dopamine, ce qui est vrai. Et on voudrait savoir si cette histoire de déficit, c'est démontré. Mais moi, je ne savais pas répondre. Hein. J'avais fait des manips chez le rat et la souris. Oui, à propos de la dopamine, oui, mais de manière très basique. Qu'est-ce que c'est l'hyperactivité, le TDAH? J'en savais rien. Mais enfin, bon, pour leur faire plaisir, j'ai commencé à regarder un petit peu, en traînant les pieds, pour me rendre compte progressivement qu'il n'y avait aucune preuve qu'il y ait un déficit de dopamine chez les hyperactifs. Là, ça m'a commencé à m'intriguer. J'ai commencé par faire ce que je fais un chercheur, c'est-à-dire publier. J'ai publié dans une bonne revue américaine en 2009 un article de synthèse disant que cette hypothèse d'un déficit de dopamine chez les hyperactifs, il n'y avait aucune preuve. Et l'éditrice, qui est probablement assez sélecte, m'a dit non, il faut mettre ça sur la place publique parce que effectivement, clairement, c'est quelque chose qui est affirmé, notamment quand les médecins, les psychiatres s'adressent aux parents. Et donc, effectivement, je m'en suis rendu compte et progressivement, j'ai arrêté de faire des manips chez le rat et la souris pour m'intéresser à une autre question. Comment ça se fait qu'il y ait des écarts aussi gigantesques entre les observations scientifiques, d'une part, et puis ce qui se raconte dans les médias? Et c'est ça dont je vais vous parler. Mais avant de ça, quelques précautions. Alors, neurosciences. Premièrement, neurosciences, quand les chercheurs font de la recherche en neurosciences, ils font deux choses. Ils font des observations, d'une part, et puis après, ils font des articles racontant ces observations. Je ne conteste jamais les observations. Je suppose que les chercheurs ont fait leurs observations honnêtement, et je regarde donc dans les sections résultats comment ont été faites les observations. Il arrive effectivement que des observations ont été plus ou moins truandées, mais c'est impossible à savoir. Et en pratique, en tout cas, on sait que c'est extrêmement rare que des chercheurs inventent complètement des résultats. Par contre, bien plus fréquemment, il y a des résultats qui ne sont pas présentés parce qu'ils ne vont pas avec l'hypothèse. Donc des chercheurs font une hypothèse et puis après cherchent des observations pour confirmer ces hypothèses. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est ce qu'ils vont raconter de leurs observations. Donc ça c'est le premier point. Et puis je ne m'intéresse pas à toutes les neurosciences, bien évidemment. Hein. Je ne vais pas vous parler de neurologie ou d'Alzheimer. Hein. Les neurosciences, c'est un très très vaste domaine qui a beaucoup d'applications. Et là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la psychiatrie et l'éducation et les inégalités. Et puis, qu'est-ce que c'est exactement les neurosciences, notamment dans le champ de la psychiatrie? Là aussi, précaution, ne mélangeons. Je n'aime pas du tout le terme neurosciences cognitives, parce qu'elle mélange deux choses. Il y a la neurobiologie qui se donne pour objectif d'écrire la biologie du cerveau en fonctionnement, d'une part, et puis il y a la psychologie cognitive. Alors pour la psychologie cognitive, le cerveau c'est nécessaire bien sûr, mais c'est une boîte noire. Par contre, la psychologie cognitive s'intéresse à tout un tas de phénomènes, je ne sais pas moi, les différentes formes de mémoire par exemple, qui sont très très utiles, notamment dans le créneau de la pédagogie. Donc, attention, tout ce que je vais vous raconter, c'est une critique du discours des neurosciences, mais pas du discours de la psychologie cognitive. Voilà, après ces précautions, où est-ce qu'on en est pour ce qui est de la psychiatrie biologique? Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a toujours pas de marqueurs biologiques des troubles mentaux. Par conséquent, les diagnostics ne sont pas basés sur ils n'ont pas de validité biologique, on dit. Hein. Les diagnostics sont donc peu fiables aussi. Et puis, il faut voir aussi qu'il n'y a pas eu des progrès gigantesques côté médicaments. Les médicaments existants, c'est
c'était au départ des découvertes des années 50 et 60, des découvertes cliniques de hasard. Et ensuite, il y a eu tout un tas de molécules filles à partir de ces molécules initiales. Mais il n'y a pas de grandes découvertes jusqu'à présent. Bon. Ça vous donne une petite idée de là où on en est. Si on savait quelque chose sur la biologie des troubles mentaux, on aurait des biomarqueurs. Alors, que disent les experts? Parce que ce que je vous dis, c'est pas uniquement ça ne sort pas de mon chapeau. Stephen Eman, il a dirigé le National Institute of Mental Health au tournant des années 2000. Le National Institute of Mental Health, c'est le plus grand institut au monde. C'est un institut américain de recherche en neurosciences et psychiatrie biologique. En 2018, il disait « Même si les neurosciences ont progressé durant ces dernières décennies, les difficultés sont telles que la recherche des causes biologiques des troubles mentaux a largement échoué. » Son successeur, Thomas Insel, a dirigé cet institut entre 2003 et 2015, et en 2022, il a été interviewé par New York Times. Les recherches en neurosciences n'ont pour l'essentiel toujours pas bénéficié aux patients. Et puis, je vais vous en citer une troisième. Alors, ça, c'est notre expert national, Marion Leboyer. Alors, c'est tout récent, c'est un article de Médecine Science publié en mai 2025. Les diagnostics en psychiatrie sont purement symptomatiques, sans la possibilité de recours à des biomarqueurs objectifs. Tout le monde est d'accord, donc. Thomas Insel, c'est intéressant d'ailleurs. Après avoir dit « ça n'a pas bénéficié aux patients », il rajoute « Les USA sont le pays qui a le plus dépensé en recherche en neurosciences et en psychiatrie biologique. Mais c'est aussi le pays qui se distingue par l'état lamentable des personnes souffrant de troubles mentaux. » Comme quoi, prendre soin, ça n'a pas forcément et bien prendre soin, ça n'a pas forcément quelque chose à voir directement avec faire de la bonne recherche en neurosciences. Donc on en est là. Et puis l'industrie pharmaceutique, elle en a tiré les conclusions. Les plus grands groupes ont fermé les uns derrière les autres leurs centres de recherche depuis 2010. Et que disent les experts? Premièrement, les neurosciences ne sont pas assez développées pour que nous, industrie pharmaceutique, on développe des molécules sur des cibles déjà identifiées par la recherche. Deuxièmement, les modèles animaux. Une souris déprimée, un rat schizophrène, bon, ça n'a pas de bon sens, clairement. Donc ça augmente la difficulté. Et puis enfin, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas de marqueur pour les troubles mentaux, eh bien c'est très difficile de faire des groupes homogènes et donc de faire des nouvelles molécules. Du coup, l'industrie pharmaceutique arrête les frais. Ça nous donne une petite idée de la difficulté immense. Parce que si on compare avec le cancer, vous vous rappelez qu'en 2010, Nixon avait dit on va faire la guerre au cancer. On va mettre autant d'argent que pour aller sur la Lune, et dans 10 ans, il n'y aura plus de cancer. C'est ce que leur disaient à l'époque les cancérologues. Donnez-nous de l'argent en disant il n'y a plus de cancer. Ben oui, seulement maintenant, 70 ans plus tard, les cancérologues nous disent c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'on pensait. Or, le cancer, c'est facile. Il n'y a pas de problème de diagnostic. On peut faire des biomarqueurs pour faire des sous-catégories de cancer. Il y a des modèles animaux, on peut faire des souris cancéreuses, on peut même faire des cultures de cellules. Il n'y a aucun problème. Donc, je crois que ça permet de mesurer l'immense difficulté de faire une biologie des troubles mentaux qui aurait effectivement une application pour le soin en psychiatrie. On n'en est pas là. Bon, alors, du coup, ça pose un problème. Je voudrais vous citer encore un autre groupe, deux experts, Gardner et Kleeman, et c'est des psychiatres de Harvard, c'est la plus grande université, enfin la mieux cotée au monde. C'était dans le New England, c'est le plus grand journal de médecine, le plus connu, c'était en 2019. Paradoxalement, bien que les limitations des traitements biologiques soient largement reconnues par les experts en la matière, le message qui prévaut pour le grand public et le reste de la médecine est encore que la solution aux problèmes psychologiques consiste à faire correspondre le bon diagnostic au bon médicament. Par conséquent, les diagnostics et les médicaments psychotropes prolifèrent sous la bannière de la médecine scientifique
bien qu'il n'existe aucune compréhension biologique approfondie des causes des troubles psychiatriques ou de leur traitement. Le problème n'est pas simplement une question d'intégrité scientifique et intellectuelle, cet état de fait influence la formation des soignants et le remboursement des soins. Il nuit gravement aux patients et aux praticiens. C'est pas moi qui le dis, hein? Donc, comment ça se fait qu'on ait ce double discours? Parce que c'est bien ça que pointe Gardner et Kleeman. Et c'est ça que je vais vous montrer. Puisque c'est ça sur lequel je travaille en tant que chercheur au CNRS. Hein, sur cette question-là, comment ça se fait qu'il y ait un double discours? Comment il est fabriqué? Comme je vous ai dit au départ, les chercheurs ils font une hypothèse, et puis après ils font des observations pour essayer de confirmer cette hypothèse. Qu'est-ce qui se passe si les chercheurs qui ont fait une hypothèse font ensuite des observations qui ne confirment pas l'hypothèse? Parce que faire une hypothèse, ça ne tombe pas par hasard. Hein, ça part des travaux précédents, et puis on se dit, ah ben tiens, si j'avais une hypothèse pour expliquer le TDAH, ce serait génial, je deviendrais célèbre, etc. Donc, une hypothèse est forcément intéressante. Mais si les observations ne confirment pas l'hypothèse, eh bien, la plupart du temps, les chercheurs ne publient pas. Et ce n'est pas par méchanceté de leur part, c'est rationnel. Parce que faire des observations, c'est que la moitié du travail. Écrire des publications, c'est se battre pour d'abord écrire, ensuite se battre avec l'éditeur, avec les reviewers, passer à une autre revue, enfin bon, ça prend au moins autant de temps et autant d'efforts. Par voie de conséquence, c'est logique, si vos observations ne confirment pas votre hypothèse, de passer à l'hypothèse suivante. Ce qui explique que quand on a une hypothèse et qu'elle est publiée avec des observations qui confirment l'hypothèse, la probabilité que ce soit un résultat positif, et même un résultat spectaculairement positif et intéressant, est beaucoup plus forte, vous comprenez? Et je vais vous en donner un exemple. Pour ce qui est du TDAH, hein, l'idée c'était, la Ritaline, c'est un inhibiteur du transporteur de la dopamine. Peu importe ce que c'est le transporteur, mais bon. Le transporteur, si l'enfant, ça diminue ses symptômes de prendre de la Ritaline, dans ce cas-là, puisqu'on a inhibé son transporteur, c'est que peut-être il y en a trop. Donc, il y a des chercheurs qui ont développé une technique d'imagerie cérébrale pour mesurer le taux de transporteur dans le cerveau des hyperactifs. Et bien, c'est ce que je vous ai expliqué. La première publication ici, hein, bingo, 70% de plus de transporteurs. C'est donc super intéressant. C'est, premièrement, la preuve que c'est bien une maladie biologique. Ça laisse aussi supposer qu'on va pouvoir faire de l'imagerie cérébrale pour authentifier le diagnostic, et puis enfin surtout, ça montre aussi que le médicament, il sert à quelque chose, c'est-à-dire à inhiber quand on a trop de transporteurs. C'était publié, comme vous voyez, en 1999, dans la très prestigieuse revue The Lancet, et oui, parce que c'est intéressant. Et puis après, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais enfin bon, nous, on avait travaillé sur la même question, on n'a pas publié parce qu'on n'a pas trouvé d'effet du tout. Ça peut par exemple être le cas de ces gens-là, ou bien là, ah ben oui, il y a un effet, mais plus petit. Là, il y a un effet, mais quand même nettement plus petit. Ou bien il y a un effet, mais il va dans l'autre sens. Au total, tous ces points-là, hein, c'est un ensemble de données qui permettent de calculer ce qu'on appelle une méta-analyse à partir de l'ensemble des données publiées. Et comme vous voyez, eh ben, la méta-analyse, c'est 100%. Il n'y a pas de changement pour le taux de transporteur entre un groupe de personnes TDAH et un groupe de personnes normales. Bon, c'est comme ça, et puis maintenant, c'est plus la peine de chercher. Hein. Alors, il y a ici plusieurs observations intéressantes à faire. Premièrement, comment ça se fait qu'ils aient trouvé ce résultat spectaculaire? Là, il y avait 6 patients, tandis que là, il y en avait 54. Et puis, deuxièmement, sur les 6 patients, ça, ils ne l'ont pas dit, mais on a fini par le savoir après. Sur les 6 patients, il y en avait 4 qui avaient pris de la Ritaline pendant des mois et des mois avant. Alors, le cerveau, hein, pas content, on me fait goûter de la Ritaline, ça inhibe mon transporteur, j'en fabrique de plus. Le cerveau réagit. Entre parenthèses, ça signale que prendre de la Ritaline, c'est efficace, mais pas forcément très très longtemps, parce que le cerveau s'adapte. Ça a été démontré ensuite. Bon, donc, ça explique pourquoi, en fait, hein, cette observation ne tient pas du tout.
et que finalement, on est sûr, depuis, qu'il n'y a pas de lien entre le taux transporteur et le diagnostic. La deuxième histoire à voir là, c'est est-ce que cette dévaluation de cette étude initiale, ça arrive fréquemment dans la littérature biomédicale? Alors là, avec des collègues, on a construit une énorme base de données partant donc à rebours de 666 méta-analyses pour remonter aux 666 études initiales, en se posant la question, quelle est la probabilité qu'une étude initiale soit dévaluée par les études ultérieures? La réponse, dans tout le domaine, domaine biomédical confondu, c'est 1 sur 2. Une étude initiale sur 2, hein, elle est contredite ensuite. Bon, il ne faut pas s'énerver, hein, la science avance comme ça. On a une étude initiale préliminaire, spectaculaire, alléchante, intéressante, qui suscite des études ultérieures, qui confirment ou pas. Bon, ceci dit, dans notre collection, hein, on avait 46 études initiales qui ont rapporté une association génétique avec des troubles mentaux. Seulement 3 ont été confirmés. Hein. Donc attention, c'est pas parce que vous voyez, on vous raconte, ah, il y a une étude formidable etc. La première question à poser, c'est est-ce que c'est par hasard une étude initiale? Parce que si c'est une étude initiale, méfiance, méfiance, attendons la suite. Et puis, il y a encore un enseignement à tirer de cette histoire. Ok, la science avance comme ça. Mais le gros problème, c'est médiatique. Parce que l'étude initiale, parce que c'est nouveau, parce que c'est publié dans une grande revue, il y a du coup des communiqués de presse, c'est repris par les journalistes, 37 articles de presse dans la semaine qui a suivi. Aucune des études ultérieures n'a été reprise par la presse. Aucune. Pourquoi? Lancet, c'est un impact, c'est une revue extrêmement célèbre. Les études ultérieures, c'est pas aussi nouveau, c'est décevant, etc. C'est publié dans des bonnes revues à comité de lecture, mais pas aussi prestigieuses. Il n'y a donc pas de communiqué de presse, les journalistes ne le voient pas. Et ce que nous avons montré avec mes collègues, et ça sur des milliers d'articles, hein, les médias privilégient les études initiales. Quand vous entendez parler par les médias d'une étude scientifique, dans 9 cas sur 10, c'est une étude initiale. Et deuxièmement, nous avons montré, et ça c'est très très systématique, même si les médias ont parlé d'une étude initiale, ils ne vous parleront jamais des études ultérieures qui ont infirmé l'étude initiale. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi on a des dogmes qui restent pendant des années et des années. Je vais vous en montrer quand même un autre exemple, tellement c'est important de comprendre ça. Une autre étude initiale, c'est cette étude publiée dans Science, hein, on ne fait pas mieux comme prestige scientifique. Hein. Caspi et collègues, ils ont suivi 845 jeunes adultes, ils ont regardé si ces jeunes adultes avaient le gène qui code pour la variante courte, variante courte du gène qui code pour le transporteur de la sérotonine. Ils ont regardé si ces jeunes adultes étaient soumis à des stress de vie, par exemple perte d'emploi, divorce, dette, deuil. Et ils ont constaté que ceux qui avaient la forme courte du gène, quand ils étaient exposés à des stress, ils avaient plus de risques de faire la dépression. Alors, regardons de près les résultats de cette étude déjà. Parce que les facteurs de risque environnementaux, hein, deuil, etc., maltraitance dans l'enfance, c'est des effets très très forts. Par exemple, le risque d'être diagnostiqué déprimé est 4 fois plus important chez les chômeurs, des chômeurs récents, hein, ou tombés dans le chômage, dépression. Donc, enfance maltraitée. Les enfants maltraités ont 3 fois plus de risque de faire une dépression à l'âge adulte que ceux qui n'ont pas été maltraités enfants. À côté de ça, la susceptibilité génétique selon Caspi, hein, selon le fait que vous ayez, oui ou non, la forme courte du gène pour le transporteur de la sérotonine, c'est en effet de 1,3, pas de multiplié par 3, multiplié par 1,3, c'est-à-dire 10 fois moins. Le véritable message, si on lisait correctement les résultats, ce serait de dire, bon, ok, il semble qu'il y a une petite vulnérabilité génétique, mais ce n'est pas grand-chose par rapport aux effets environnementaux.
Bien évidemment, c'est pas ça qu'ils ont mis en avant. Hein, c'est Caspier et collègues. Ils ont dit ah, on a découvert enfin la preuve qu'il y a une susceptibilité génétique pour les troubles mentaux. Bon, bien évidemment, cette étude initiale a été contredite par les études ultérieures. Alors, 57 articles de presse pour l'étude initiale, aucun des articles ensuite qui a contredit n'a été repris par la presse, sauf la méta-analyse ici, je reconnais, où effectivement, le New York Times, le seul journal américain qui avait signalé Caspier initialement, a signalé à ses lecteurs, désolé, on a dit qu'effectivement il y avait une vulnérabilité génétique, mais ce n'est pas confirmé, il faut oublier. Bon. Alors, où est-ce qu'on en est à propos de la vulnérabilité génétique? Pour l'instant, d'après ce que j'ai lu jusqu'à présent, et là je cite par exemple Border en 2019, c'est pas si vieux que ça, il n'y a pas d'étude de vulnérabilité génétique qui ait tenu la route de la réplication par des études ultérieures. Autrement dit, l'idée que les troubles mentaux, ce sont des vulnérabilités génétiques et déclencher ensuite les troubles par des facteurs environnementaux, vulnérabilité génétique, pour l'instant, c'est pure hypothèse. Il n'y a pas de preuve. Et pourtant, une mission parlementaire Santé mentale France en 2013, et puis ça continue, on pourrait trouver d'autres textes. Les maladies psychiatriques sont des maladies multifactorielles définies par un terrain génétique et des facteurs environnementaux déclenchants. Donc, ça, c'est pour le plus gros problème, la prime aux études initiales qui entraîne des dogmes dans les médias. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la manière dont les chercheurs présentent leurs résultats. Alors, on va commencer à rebours. Sur le site de l'association TDAH France en mars 2022, je pense que ça y est toujours, je ne suis pas allé voir. De nombreux auteurs ont trouvé une association statistiquement significative entre le gène D4 et le TDAH. Bon, où est-ce qu'ils ont pris ça? Eh bien, il y avait effectivement 2 méta-analyses qui confirment une forte association entre le TDAH et l'allèle 7R du gène D4. Forte association, ça veut dire que c'est statistiquement significatif avec P, 0, virgule, et puis une tripotée de 0. Bon, d'accord. Ok. Mais c'est quoi les chiffres? Et donc, en fonction de l'effet, donc ça c'est cette méta-analyse de 2010, l'allèle 7R du gène D4 est présent chez 23% des enfants TDAH et 17% des enfants témoins. Statistiquement parlant, c'est robuste, mais bon, cliniquement, 23-17, c'est pas avec ça que vous allez faire un test. Et puis même, 23, ça veut dire que... bref, vous comprenez. Le gros problème, ici, c'est qu'est-ce qui se dit dans les articles scientifiques, et en particulier dans les résumés. Et donc, avec mes collègues, on a épluché 159 résumés, et on a regardé, on a gardé ces 159 résumés qui ont tous dit qu'il y a un effet une association statistiquement significative entre le TDAH et la LL7R. Ça, c'est ce qui est écrit dans le résumé. Combien de résumés parmi ces 159 nous disent « Ok, il y a une association statistiquement significative, mais les fiches, c'est 23-17 ». Pas beaucoup, seulement 20%. Autrement dit, si vous lisez seulement les résumés, à tous les coups, vous voyez écrit « Il y a une association significative forte » et vous croyez que ça a de l'importance. Mais non. Encore un autre problème, qui est un peu lié sur le premier point. Je voulais donc vous montrer une étude, toujours sur le TDAH. Ces gens ont fait une énorme étude sur le volume des structures cérébrales comparant des personnes TDAH, adultes ou enfants, et puis des témoins, donc sans problème. C'est une énorme étude, il y a 1598 patients. Bon. Et donc, ils ont mesuré tout un tas de régions. Je vous présente le résultat que de l'amygdale, une petite région du cerveau, ça s'appelle comme ça. Pourquoi celle-ci? Parce que c'est là qu'il y a l'effet le plus énorme dans cet article-là. Pour toutes les autres structures, c'est plus petit. Et donc, on voit en rouge
la taille de l'amygdale, la dispersion, il y a des gens qui ont des petites amygdales, d'autres qui en ont des grandes, mais en moyenne, effectivement, entre la moyenne des patients et la moyenne des contrôles, c'est statistiquement super significatif. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pas de problème. Mais c'est combien au juste? La différence en moyenne, c'est 24 mm3. Et là, vous voyez la dispersion, grosso modo, un patient, ça peut être entre 1250 et puis, voilà, pas loin de 1800, 1900. Ici, si on prenait les amygdales de toutes les personnes qui sont ici, on serait entre, je sais pas moi, entre 1300 et 1900. Bon, donc 24 mm3, ça n'a aucun intérêt clinique. Et bien, qu'est-ce qu'ils en disent, les chercheurs? Dans la discussion, donc, c'est ma traduction, mais bon. Nos données particulièrement puissantes confirment que le cerveau des patients souffrant de TDAH est anormal. Le TDAH est donc bien une maladie du cerveau. C'est un message clair que les cliniciens peuvent communiquer aux patients et leurs parents, et qui peut aider à diminuer la stigmatisation selon laquelle le TDAH résulterait de l'incompétence éducative des parents. Et le Daily Telegraph, c'était une équipe anglaise, donc forcément c'est la presse britannique. Le TDAH, ça c'est le titre, est une maladie du cerveau, pas un défaut d'éducation. Et puis à l'intérieur de l'article, les scientifiques à l'origine de l'étude disent que leurs résultats prouvent pour la première fois que le TDAH a bien une cause physique. Ça me fait chaque fois rigoler. Pour la première fois, vous le trouvez, mais des centaines de fois dans les articles scientifiques. Chaque fois, c'est une première fois. Bon, enfin, on verra pourquoi après. Bien sûr, il y a quand même des collègues qui ont dit qu'ils y allaient un peu fort. Alors, les commentaires de Bastra, toujours dans la même revue, c'est dans cette psychiatrie, ça là, c'est une bonne revue aussi. La taille des faits est petite comparée à la variance. C'est ce que je vous ai expliqué, 24 mm3 par rapport à 300 de la variance. Réponse des auteurs. Les tailles des faits sont toujours petites en psychiatrie. Retenez bien ça. On vous montre de l'imagerie cérébrale, très bien, mais vous croyez que c'est un patient? Non, c'est pas un patient, c'est la moyenne de 50, 100, 200, 1000, 1500 patients. Et posez la question, quelle est en volume, par exemple si c'est des volumes, en pourcentage de la taille, la différence en moyenne, sachant que l'écart type c'est toujours de l'ordre de 10%. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, une association ne prouve pas une cause. C'est pas parce qu'ils ont une amygdale plus petite en moyenne, les TDAH, qu'ils sont nés comme ça. Alors, bien sûr, c'est très difficile de répondre à cette question pour ce qui est du TDAH. Mais il y a quelques cas où la réponse a été apportée. Pour la dépression, il y a deux cas. Il y a la dépression chronique, dépression pendant des années, et là, si on mesure en moyenne sur un groupe de patients, l'hippocampe, et là ça a été confirmé par les études ultérieures, l'hippocampe est plus petit de 1%. Bon, voilà, c'est toujours 10% la dispersion d'une personne à l'autre. Mais bon, 1% en moyenne, c'est robuste. Mais chez des patients qui sont déprimés pour le premier épisode dépressif, là, il n'y a pas de différence. Donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'hippocampe est plus petit, pas au départ, progressivement, et ça se comprend. Quelqu'un qui reste chez lui, claque-muret, qui ne veut pas sortir de son lit pendant des années, c'est sûr que le cerveau, ça bouge le cerveau. Les violonistes, ils ont leur zone du cortex moteur pour la main gauche, qui est plus important que pour vous et moi, et ainsi de suite, c'est normal. Bon, donc, est-ce que c'est la cause? Ça, c'est une autre affaire. On vous montre une association, c'est pas forcément une cause. Ça, c'est très important aussi à bien penser. Et puis, remarque de Bastra et collègues, les médias ont diffusé un message trompeur. Le TDAH serait causé par une anomalie cérébrale. Réponse indignée des auteurs. Les problèmes des médias ne nous concernent pas, nous ne discutons que de science. Alors là, vraiment, ils sont faux jetons, parce qu'ils ont quand même été interviewés par le Daily Telegraph.
Et puis, enfin bon, ils disent qu'ils n'ont pas parlé cause. Mais si on revient là-haut, hein, à partir de l'affirmation que c'est une maladie du cerveau, ils écartent une autre cause, comme quoi ce n'est pas un problème d'éducation. Et où est-ce que sont les résultats pour dire que ce n'est pas un effet de l'éducation? Donc, dans cette première partie, je vous ai donc donné quelques éléments pour comment se fabrique le double discours. Ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que tout ça, ça se fait à l'intérieur de la science. Parce qu'il y a des collègues qui ont regardé ça. Si le résumé et ensuite le communiqué de presse sont conformes aux résultats, dans ce cas-là, l'article de presse à tous les coups est conforme aussi. Inversement, si le résumé est biaisé, par exemple, là on va raconter qu'il y a le TDAH et l'allèle 7R, hein, comme je viens de vous dire, hein, si le résumé est déformé, le communiqué de presse est déformé et l'article de presse aussi. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de la science. Les journalistes ne font qu'amplifier les problèmes. Alors maintenant, quelques mots sur les conséquences, parce que il disait, ça déstigmatise les patients. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ça? Il y a des sociologues américains qui se sont posé la question, est-ce que cette croyance que les troubles mentaux sont des maladies du cerveau d'origine génétique, est-ce que cette croyance est fréquente dans la population? Et les études aux USA ont montré que entre les années 2000 et les années 2010, c'est passé de 50 ou de 60 à 70%, quelque chose comme ça. Grosso modo, 2/3 des Américains, quand on parle dépression ou n'importe quoi, hein, sont persuadés que c'est des maladies du cerveau d'origine génétique. En Europe, c'est la même chose. En France, on ne sait pas, ça n'a pas été mesuré. Quelle est la conséquence de ça? Ben bon, d'accord, les patients, certains se disent, j'y peux rien, hein, moi je suis déprimé, mais c'est mes gènes, bon, voilà. Alors, peut-être. Mais pour les tiers, c'est une autre affaire. Hein. Si les tiers sont persuadés que les troubles mentaux sont des maladies du cerveau d'origine génétique, ils sont persuadés que ça ne changera pas, qu'il n'y a pas de possibilité d'amélioration, que c'est pour la vie. Et donc, ils sont rejetants vis-à-vis des patients. C'est normal. Et puis, ils pensent qu'ils sont dangereux en plus dans certains cas. Donc, pour la stigmatisation par les tiers, ce n'est pas terrible. Ce qui a été montré aussi par les sociologues américains, c'est que pour ce qui est des soignants, si les soignants sont persuadés que les maladies les troubles mentaux, c'est des maladies du cerveau d'origine génétique, eh bien, l'expérience prouve qu'ils sont moins d'empathie. Et puis les patients, s'ils sont persuadés que c'est... il y a eu par exemple une étude qui a été très intéressante, je trouve. Ils ont pris un groupe de déprimés, enfin vraiment important. Avant de le laisser, ils ont posé la question, qu'est-ce que vous pensez de votre dépression? D'où elle vient? Alors certains pensaient que c'était purement génétique, d'autres c'est un déséquilibre chimique, j'y peux rien. Puis d'autres ont évoqué leur histoire personnelle, leur perte d'emploi, etc. Bon, donc il y a plusieurs profils. Tous ces patients ont eu le même traitement antidépresseur. Et on a regardé au bout de 2 mois qui allait mieux. Et bien, curieusement, ceux qui pensaient qu'il y avait quelque chose à voir avec leur histoire personnelle, et bien, ils allaient mieux, plus souvent que les autres. Parce que les autres, ils s'en remettent passivement aux médicaments, et bon, le médicament n'est pas si efficace que ça, en tout cas les antidépresseurs. Ok, ça c'est pour la stigmatisation. Mais il y a un autre problème qui me paraît beaucoup, beaucoup plus grave socialement. C'est que si on vous dit c'est une maladie du cerveau d'origine génétique, il n'y a pas grand-chose à faire à part d'essayer de réparer, de soigner, d'aider un handicapé. Mais si on prend le TDAH, il y a quand même des facteurs environnementaux. Naissance prématurée. En France, le taux de naissance prématurée, c'est 7,2%, avec la même définition. En Suède, on est quand même plus bas, 5,4%. Aux USA, 10%. Bon, naissance prématurée, il ne faut pas oublier qu'aux USA, il n'y a pas de congé maternité obligatoire, que le suivi des femmes enceintes, notamment dans les classes défavorisées, est bien plus médiocre qu'en France. Donc on voit bien ici, hein, les enfants nés prématurés, ils ont des problèmes de tous ordres et copieux, ils coûtent très cher à la société, oui, mais
Ce qui coûte cher, c'est justement de n'avoir pas aidé les femmes au départ. Hein. Exposition excessive aux écrans. Bah, là aussi, hein, on peut faire quand même quelque chose. Hein. Notamment ne pas fournir de tablettes aux enfants maternels. Enfants sévèrement maltraités. Ça, bon, je vous l'ai dit déjà, mais l'aide sociale peut servir à quelque chose. Si les enfants sont maltraités, c'est aussi que les parents sont dans une très grande insécurité. Hein. Et donc, faire une société plus juste, plus égalitaire, c'est aussi faire de la meilleure santé mentale. Faible niveau économique des parents, c'est ce que je viens de vous dire. Mère dépressive pendant la petite enfance, bon, ça se comprend aussi. Mère adolescente, elle cumule toutes les difficultés, les mères adolescentes. Mais la bonne question, c'est combien il y en a? En France, pour 1000 naissances, il y en a 6,4, c'est de mères adolescentes. En Suède, c'est seulement 2. Aux USA, c'est 13,5. Donc là aussi, c'est bien un problème social. Et si moi j'ai un message à faire passer aux politiques, hein, c'est qu'effectivement, si on veut améliorer la santé publique, la santé mentale, c'est là qu'il faut aller faire des efforts, parce que c'est là qu'il y a des gains possibles. Enfin, être né en décembre plutôt qu'en janvier, ça c'est pour le diagnostic de TDAH. Hein. On voit bien que l'école est un peu prescriptive. Là. Bon, oui, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais vous parler aussi d'éducation tant que j'y suis. Hein, parce qu'il y a eu en France ces dernières années pas mal un discours assez copieux comme quoi les neurosciences allaient révolutionner la pédagogie. Et donc, que disent les experts? Ben, la même chose, il ne faut pas y compter. Hein. Entre les neurosciences d'une part et puis la pédagogie pratique, il y a un océan de distance qui ne peut pas être comblé facilement. Et puis les études critiques, clairement, pour l'instant, la neuroéducation n'a pas du tout bénéficié à la pédagogie. Attention, les neurosciences, je dis bien, c'est pas la même chose avec la psychologie cognitive. D'ailleurs, je le mets là. Psychologie cognitive, oui, ça peut apprendre quelque chose à la pédagogie. Et même les articles qui sont pour l'application des neurosciences à l'éducation sont quand même très mesurés en pratique, si on regarde bien de près. Hein. C'est seulement en collaboration avec la psychologie cognitive. Alors, histoire de rire un peu, j'ai découvert ça tout récemment. C'est une note scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et les deux rapporteurs, Arnaud Saint-Martin, c'est un député LFI, mais Florence Lassarade, c'est la députée de la Gironde, la sénatrice de la Gironde, pardon, elle est pédiatre, mais elle est LR, elle. Hein. Eh bien, ils sont parfaitement entendus, l'un et l'autre, pour cette conclusion-là. C'est à propos des neurosciences dans l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, elles peinent, les neurosciences, cependant, à faire leurs preuves. Loin de clarifier les méthodes ou d'aider les enseignants, la référence systématique aux mécanismes cérébraux crée au contraire le risque de court-circuiter la réflexion critique et de légitimer un certain darwinisme social. La vogue récente des neurosciences fait courir le risque d'une discontinuité des politiques pédagogiques. Or, les neurosciences ne peuvent fonder à elles seules une science de la pédagogie et faire table rase de l'héritage scientifique existant. Florence Lassarade, LR. Et ils ont interviewé Stanislas Dehaene, bien sûr. Et voilà ce qu'il a dit. Il a lui-même convenu qu'il y a de loin de la synapse à l'éducation. Donc on est exactement dans la même configuration que pour la psychiatrie biologique. Un discours qui se met en avant, mais qui n'est pas fondé scientifiquement. Et oui, mais ça par contre de l'effet politique. Ce qu'on s'est donné comme peine avec mes collègues, c'est de regarder qui, dans la presse française, applaudissait de deux mains aux neurosciences dans l'éducation et qui était un peu plus critique. Alors, la presse de droite, on avait 90 articles, dont 83 favorables à la neuroéducation. 83%. À l'opposé, c'est l'humanité. Pas un seul article favorable, et des critiques qui sont parfois sensées, parfois moins bien argumentées, je dirais. Entre les deux,
la presse centriste et la presse social-démocrate sont nettement plus dispersées, je dirais, que la presse de droite. Ce qui m'amène à faire un petit peu de politique. Pourquoi je dis discours néolibéral? Alors, il y a plusieurs formes de néolibéralisme. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand on pense néolibéralisme, on pense surtout au retour du libéralisme économique dans les années 80, qui parie sur le marché pour augmenter la richesse des pays. C'est le pari du marché, que ce soit le marché des biens, que ce soit le marché des marchandises, des finances, ou bien le marché du travail. Donc, ça c'est un aspect, mais l'autre aspect, c'est qu'il y a un aspect culturel du néolibéralisme, mais il y a aussi un aspect organisationnel qui se traduit par le New Public Management. Donc, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi, par exemple, pour ce qui est des TND, on va parler ou pas de neurosciences et de biologie? Les TND, troubles neurodéveloppementaux, ça a été évoqué en introduction, mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Parce que d'accord, ok, il faut un cerveau pour avoir un trouble, un TDAH, ça c'est sûr, et puis c'est dans l'enfance, ok, donc développement, je veux bien, mais c'est vide, je veux dire, du point de vue neuro, il n'y a aucune information sensée là-dessus. Je veux dire, par exemple, qu'il y a eu 200 ou 300 études d'imagerie cérébrale sur la dyslexie. Est-ce que ça nous a appris quelque chose? Rien du tout. Donc, le trouble si on appelait ça trouble psychodéveloppemental, à la rigueur, j'accepterais. Mais trouble neurodéveloppemental, non. Il n'y a pas de fondement à utiliser ce terme-là de neuro. Et quand on l'utilise, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, je vous cite un article du Monde, un constat qui va... Donc, souvent appelé hyperactivité, le TDAH, se trouve neurodéveloppemental. Un constat qui bat en brèche un autre préjugé selon lequel le TDAH proviendrait de carences éducatives. Autrement dit, dire que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, ça a une fonction, ça permet d'écarter des pistes plus sociales ou éducatives. C'est intéressant d'ailleurs si on regarde de près, parce que dans le Figaro, curieusement, le professeur Bouvard, il a créé un centre expert pour le TDAH et l'autisme à Bordeaux. Il dit quand même des choses curieuses pour le TDAH. Il faut éliminer toutes les autres causes possibles, comme l'anxiété, les carences éducatives. Donc nous allons interroger, d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont des symptômes de TDAH, mais ce n'est pas des vrais TDAH. Et dans ce cas-là, toute la collection d'enfants auxquels on donne de la Ritaline, c'est bien sûr que c'est tous des vrais TDAH, qu'il n'y a jamais des carences éducatives, des enfants maltraités. Vous voyez, ça pose problème sur la réalité. Si on conteste cette histoire de trouble neurodéveloppemental. Donc j'ai aussi fait un petit tour dans la presse qui rajoute le TDAH est un trouble neurodéveloppemental et qui parle du TDAH mais ne rajoute pas une couche en disant c'est un trouble neurodéveloppemental. Total des articles 72, ça se distribue assez en part égale, 37-35. Eh bien, c'est plus souvent dans les journaux de droite qu'on dit le TDAH est un TND, et dans les journaux centristes et sociodémocrates, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on ne rajoute pas que c'est un TND. Là, donc, il y a aussi un effet politique. Ce qui veut donc dire que je vous apporte aussi des arguments bien concrets pour vous dire que oui, il y a bien effectivement le discours des neurosciences dans la psychiatrie et dans l'éducation qui sert effectivement une certaine politique. Et cette politique, ça consiste à faire peser les problèmes sur la tête, oui, pour le coup c'est bien sur la tête, de l'enfant. C'est pas parce qu'il a été maltraité, c'est pas parce que l'école il est dans un quartier pourri, c'est pas parce que, non, c'est parce qu'il est TDAH et c'est dans son cerveau. Et c'est à vie. Et c'est là vraiment où ça m'énerve. Parce que justement, et contrairement à ce qu'on croit, le TDAH, c'est pas à vie.
Le TDAH de l'enfance, c'est une chose, le TDAH de l'adulte, c'en est une autre, et curieusement, les études génétiques sur l'un et sur l'autre nous envoient sur des pistes différentes. Autrement dit, raconter que tous les troubles neurodéveloppementaux, on les appelle comme ça parce que ça parle de la naissance, je suis né comme ça, comme disaient les enfants, non, non, où est la preuve qu'ils sont nés comme ça? Et ensuite, ça va aller jusqu'à toute la vie? Non plus. Mais si on fait cette politique-là, où est-ce qu'on va aller? Ça, c'est ma dernière diapo. C'est à propos de la stratégie TND 2023-2027. Alors, il y aurait 1 à 2% des enfants qui seraient autistes, 8% qui seraient 10, 6% qui seraient TDAH, 1% TDI, bon, d'accord. Voilà. Grosse difficulté intellectuelle. Parce qu'il ne faut pas quand même, pas qu'on me fasse dire n'importe quoi. Oui, il y a des cas d'autisme avec déficit intellectuel grave qui, effectivement, sont causés par des mutations génétiques. Ça existe. Et on peut le vérifier, ça peut être une aide utile pour les parents. Mais ça représente à peu près 1/3 des enfants étant autistes avec déficit grave. Donc c'est très, très, très peu de gens par rapport à ces 17% d'enfants qui ont des problèmes. Et donc, si on raconte qu'il y a 17% des enfants qui ont vraiment des problèmes, imaginons un peu le coût. Si on regarde par exemple que le TDAH, qu'est-ce que recommande la HAS? Parce que dans la stratégie, on vous dit attention, on va les diagnostiquer tous et on leur fournira un accompagnement conformément à ce que dit l'HAS. Que dit l'HAS pour le TDAH? La première chose à faire, en première intention, pas le médicament, mais autre chose. Et cette autre chose, c'est principalement justement de l'accompagnement parental. Bon, c'est-à-dire la méthode Barclay, c'est-à-dire 10 séances pour les parents, des séances de 1 à 2 heures où on leur explique ce que c'est que le TDAH et comment faire avec un enfant TDAH. Bon, alors ça coûte quand même déjà 100 millions si vous avez 6% des enfants qui sont TDAH. Et puis, il y en a quand même au moins la moitié qui auront de la Ritaline. La Ritaline plus les consultations, c'est déjà 200 à 400 millions d'euros. Bon, et puis là, il faudrait rajouter les AESH. Ça aussi, je ne vais pas vous les chiffrer, mais bon. Or, à côté, il y a de l'argent pour le diagnostic, c'est principalement là et là. Pour le soin, il n'y a pas tellement de sous. Ça, c'est sur 4 ans. Ce que je vous dis là, oui, non, c'est ça aussi sur 5 ans. J'ai calculé sur 5 ans. Donc, c'est sur 5 ans, pardon. Oui, donc, on va dans le mur dans cette histoire, clairement. Ou bien il y en a trop, ou bien il y a trop d'enfants avec des troubles neurodéveloppementaux, ou bien on ne met pas, vraiment pas du tout assez d'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et la dernière nouveauté, c'est je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les dispositifs d'autorégulation. On en parle, s'il y a des questions, je vous en dirai. Moi, ce qui m'a énervé dans cette histoire, les progrès des neurosciences permettent de mieux comprendre le rôle essentiel de l'autorégulation dans le fonctionnement cognitif et son développement. Bah non. Allez, j'arrête là en remerciant tous les collègues qui ont travaillé avec moi ces 15 dernières années, donc il y a des gens à Bordeaux, potentiellement, et puis surtout, je remercie chaleureusement mes 2 patrons de labo qui m'ont soutenu et puis me soutiennent toujours dans ce travail de recherche fait au CNRS. Et maintenant, n'oubliez pas donc, Édouard Zarifian, la science s'arrête aux portes de l'intime. Et si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, vous avez mon adresse courriel. Maintenant, je suis prêt pour vos questions.